Bonjour, merci à CQRT pour cet accueil en 2021, donc pour une nouvelle conférence, cette fois-ci sur le New Space. Donc une année encore sous le signe du Covid. Donc j'espère que tout va bien de votre côté. Et puis cette année encore, on l'a fait donc à distance. Donc je remercie également l'équipe organisatrice ici pour son travail pour la prise d'image et de son. Et donc je vous propose cette année donc de parler de l'espace et notamment de la conquête spatiale. Donc en guise d'introduction, on considère que la conquête spatiale a commencé en octobre 1957, quand un matin la planète se réveille et entend donc ça. Donc quelques bips en fait qui n'ont pas été vus par le reste de la communauté, enfin le reste de la planète, si ce n'est le pays qui a envoyé cette sonde, donc la Russie, avec la sonde Sputnik en 1957. On estime que c'est à ce moment-là qu'on a commencé l'ère de la conquête spatiale. Et vous avez probablement entendu récemment, donc il y a quelques jours, l'amarcissage du rover Perseverance par la NASA. Donc ici, 60 ans plus tard, on reçoit donc des images qui donnent ceci. Donc on a pu le suivre en direct sur beaucoup de canaux à l'échelle mondiale, et notamment ici YouTube. On a pu voir comment les opérations se passaient pour que ce rover donc atterrisse sur Mars. Et puis commence à réaliser ses premières explorations après avoir donné des signes de vie quelques temps après. Donc tout s'est bien passé. Et voilà, 60 ans séparent ces deux objets. Donc le premier, une simple sphère qui fait bip bip, j'existe. Et le deuxième qui envoie les images, qui fait de l'analyse data in situ, qui a un pilotage à distance possible. Synchronisation donc de la Terre à Mars. Donc un sacré succès pour une sacrée opération, vraiment délicate quand même à mener, avec 8 minutes de distance dans les réponses. On comprend bien qu'il va y avoir des décalages éventuels dans les temps de réponse. Donc ce que vous avez là à droite, c'est un peu typiquement la manière classique depuis des dizaines d'années de réaliser la conquête spatiale, enfin d'aller explorer et puis d'aller exploiter éventuellement des ressources dans l'espace, qui revient à donc l'espace public essentiellement, qui travaille avec du domaine privé, mais toute la recherche, tout le développement, toutes les impulsions viennent de l'espace public, avec la majorité des acteurs qui sont donc de ce domaine. Et depuis quelques années, en fait, on assiste à l'émergence de nouveaux acteurs dans ce secteur. Typiquement, le très renommé Elon Musk et son projet, par exemple, SpaceX, qui là, en 2020, est chargé d'aller ravitailler la Station Spatiale Internationale ISS. Donc c'est pas rien, ces nouveaux acteurs qui apparaissent, ce sont plein de technologies, plein de moyens, des coûts différents qui sont mis à disposition de ces gros États, qui forment ici la première vague en fait de la conquête spatiale. On voit ici en bas à gauche tout un travail aussi sur les équipements, notamment les combinaisons, ainsi que les interactions machines à hauteur de l'époque, donc l'époque actuelle. Et donc en fait ici c'est la sphère de l'industrie et du privé qui vient de plus en plus dans le domaine de l'espace, donc initialement le domaine des États, et ça forme ce qu'on appelle donc, cette nouvelle manière de travailler avec ces nouveaux acteurs, forme donc ce qu'on appelle le New Space. Et c'est de ça dont je vous propose de parler aujourd'hui. Alors dans un premier temps on va regarder rapidement pourquoi la conquête spatiale. Donc essentiellement, l'énorme levier, en fait, l'énorme moteur de la conquête spatiale, c'est la guerre froide. Donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on se regarde un petit peu en chien de faïence entre les USA et la Russie, notamment. Donc c'est une période de forte tension géopolitique qui impacte tout l'international, entre ces deux grandes puissances. Donc on a fait énormément de progrès, heureux ou malheureux, à discuter, c'est un autre sujet, pendant la guerre sur le domaine nucléaire, et notamment aussi sur le domaine du missile balistique. Donc la somme des deux fait converger la pensée de la gouvernance vers une montée graduelle nécessaire en altitude, au-delà de l'atmosphère. Il devient en effet nécessaire d'avoir un engin tournant quasi perpétuellement autour de la Terre, équipé pour prendre des images de préparatifs par exemple. Donc là, avoir un objet qui soit à certaines couches atmosphériques de manière permanente devient quelque chose de très important. Et donc les deux grandes puissances travaillent à des projets en parallèle, sans qu'on sache vraiment à quel niveau ils en sont, puisqu'on parle de guerre froide et puis de compétition secrète. Donc l'idée pour les deux, en fait, c'est de placer en priorité la lutte contre l'attaque surprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui les tient à cœur et qui devient une nécessité. Donc c'est ce qu'on peut dire la phase 1 de l'occupation humaine de l'espace, en fait.
Alors un tout petit peu avant, vers la fin de la guerre, on a le missile V2 en Allemagne, dans le domaine de la balistique, qui lui est qui devient l'outil le plus performant en fait en termes d'altitude et puis de charge portée. Donc là on est à 88 km d'altitude, on peut porter 800 kg sur une distance de 300 km. Donc ça c'est le missile V2 au sortir de la guerre. La guerre étant terminée, ces technologies notamment et d'autres sont étudiées. Les États-Unis et la Russie travaillent en parallèle à cette sonde permanente et donc gros choc en 1957, Sputnik. Donc lui qui a une orbite elliptique comprise entre 230 et 950 km d'altitude, 84 kg, et à peu moins de 100 minutes pour faire le tour de la Terre. Donc ça c'est important en fait parce que Sputnik a créé un électrochoc au sein des États-Unis qui pensaient avoir la supériorité technologique et puis qui se sont vraiment pris de court sur le terrain. Et en fait ça a donné naissance à la NASA. On a mis le paquet au sein du gouvernement américain pour développer singulièrement, fortement les connaissances, enfin la recherche et le développement dans la conquête spatiale. Donc comme quoi vous voyez que des petites boules dans l'espace peuvent créer des institutions sur Terre qui restent des dizaines d'années plus tard. Donc à droite je vous ai mis les 5 couches de l'atmosphère terrestre. Donc voilà, on a ce qu'on appelle la troposphère autour de 15 km, la stratosphère jusqu'à 50, la mésosphère à 85, la thermosphère à 600 et au-delà l'exosphère, donc au-delà de notre atmosphère. Et donc en fonction évidemment des équipements, on va être situé à plus ou moins d'altitude, à une hauteur plus ou moins importante dans la couche atmosphérique. Alors on peut discuter rapidement quelques jalons de la conquête spatiale. On en a donc vu un premier qui était Sputnik. Donc en 57 la Russie, donc la décade 50-60 assez maîtrisée par la Russie, donc ils envoient d'abord Sputnik, et en 57 on envoie le premier être vivant en orbite, donc une chienne, Laika, mise en orbite. Bon, pendant quelques heures, malheureusement la pauvre, ça n'a pas été simple pour elle. Mais voilà, l'expérimentation animale réalisée par l'humain, qui a été réalisée donc pour la première fois dans l'espace en envoyant cet animal en orbite également. 61, on a le premier homme, toujours russe, dans l'espace. 63, on a la première femme dans l'espace, toujours russe. 69, autre jalon américain qui reprend la main. Là, on est sur le premier pas sur la Lune, Neil Armstrong et puis Apollo 11. Donc, le premier pas sur la Lune. On poursuit avec les premières sondes sur Mars, qui sont en 1976, qui atterrissent sur Mars. Donc, vous voyez que ça fait donc une bonne quarantaine d'années qu'on a posé le métal sur Mars. Ensuite, on continue. Un très beau projet en 77 avec les sondes Voyager, qui sont là de la pure exploration spatiale des bouteilles à la mer. Donc là, on envoie 2 sondes. Et on va voir où elles atterrissent, elles vont le plus loin possible jusqu'à ce qu'on perde le contact. Donc elles fonctionnent encore. Elles sont encore, donc elles sont aux frontières de la sphère du Soleil. Donc elles commencent depuis quelques années, on estime qu'elles sont, enfin en tout cas l'une d'entre elles est dans l'espace qu'on appelle interstellaire, vient de rentrer dans cet espace. Donc ce qui est très intéressant par exemple, c'est que les deux embarquaient un Golden Record, juste pour la petite histoire, donc c'est le principe d'un vinyle audio, mais ici sur un disque en or. Alors sur ce disque, il y avait tout un ensemble d'œuvres qui censées représenter l'humanité. Le vinyle inclut son plan pour le styler et pour le monter, ainsi que les coordonnées de la planète Terre, selon les coordonnées du système solaire et puis la description du système solaire, selon notre représentation. Parfait projet de toute la beauté de l'humain quand il se donne les moyens de faire des développements qui sont à la hauteur de son intelligence. Et donc elles sont toujours dans l'espace, advienne que pourra pour ces sondes, et on verra ce qu'elles vont découvrir. 78, on a le lancement du premier satellite GPS. Et puis après, on a une décade 80, 2000, une trentaine d'années, de 80 à 2011, où là, c'est le champ des navettes spatiales. Là, on est dans le champ d'une navette qui décolle et qui peut réatterrir. Donc, un nouveau paradigme, on va dire. 86-2001, la première station spatiale, Mir des Russes. Mir qui signifie la paix, le monde en russe. Donc là, c'est pour des présences humaines permanentes à certaines hauteurs atmosphériques. 98, là on a la Station spatiale internationale,
un conglomérat de différents pays, un rassemblement de différents pays, qui mettent ensemble leurs moyens et leurs ressources pour aller faire une station qui soit à hauteur d'à peu près 400 km et qui reste de manière permanente dans l'espace, une sorte d'avant-poste de l'humanité, dans l'atmosphère en tout cas. Petit avant-poste, hein, bien sûr, puisqu'on a des sondes qui sont envoyées bien plus loin. Mais voilà, pour la présence physique de l'humain dans l'espace, la station ISS. Hein, donc vous voyez ici une image de sa construction. Il faut imaginer que ça a été sur plusieurs années, hein, la construction avec plusieurs dizaines de voyages pour ramener quelques modules et puis des humains qui les assemblent patiemment les uns après les autres. Donc on a abouti à une structure d'à peu près une centaine de mètres, avec 6 personnes permanentes plus des invités. Donc vous voyez que c'est assez beau et majestueux, hein, tout ça, avec les panneaux solaires perpendiculaires, et puis une belle ligne horizontale dans lesquelles les humains peuvent circuler. Alors voilà, il y a d'autres jalons, hein, on ne va pas tous les faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier vol réussi par SpaceX, donc là on a un lanceur de sonde qui va pouvoir revenir. Donc à nouveau un changement de manière de faire les choses dans la conquête spatiale, réalisé donc par cette fameuse entreprise de ce fameux entrepreneur Elon Musk en 2008. Un dernier petit point, en 2019, la Chine aussi a posé une sonde sur la Lune, mais sur la face cachée. Donc vous voyez qu'on l'ère de la conquête spatiale est tout à fait en développement, on continue, même s'il y a une petite, après la fin de la guerre froide, on a un petit ralentissement. Maintenant on est de nouveau bac dans les bacs, hein, si on peut dire, dans l'espace. Et voilà, la compétition entre les pays continue, les nouveaux acteurs arrivent, et tout ça avance de la Lune à Mars on verra tout à l'heure, à des astéroïdes. Et là, on peut considérer que depuis, donc oui, une petite bonne vingtaine d'années, on est de retour. Alors, pour info, un petit site en bas, voilà, vous pouvez aller voir sur ce site, How many people are in space right now. Donc comme ça, vous savez combien de personnes, combien d'humains sont dans l'espace en temps réel, au temps actuel. Donc là, on en est à 7, et les 7 sont sur l'ISS. Alors, si on regarde un peu ces autres pays, c'est à partir des années 70 que d'autres pays sont arrivés dans la course, avec la Chine notamment en 1970. Et puis on va constater un déploiement qui est significativement plus large à partir du milieu des années 90. Ici vous avez un diagramme qui représente la date de lancement des satellites qui sont encore en opération. Donc à gauche on est en 1974, à droite on est en 2019. Donc vous voyez bien la bonne croissance qui commence à apparaître à partir de 97 avec une poussée singulière en 2017-2018. Donc le champ du satellite à basse altitude, notamment, est en pleine expansion. Alors si on regarde une répartition par pays, voilà la répartition en 2018. Donc ces chiffres sont des ordres de grandeur. C'est toujours un peu délicat puisqu'il y a des satellites de différentes natures. Il faut bien regarder de quel type de satellite on parle. Donc là j'ai gardé la même source. On va voir ici un diagramme. Donc on voit ici un diagramme en 2018. On verra un diagramme en 2020 je crois tout à l'heure. Donc peu importe, on parle simplement d'ordre de grandeur. Donc par exemple ici on voit qu'en 2018, les premiers, les États-Unis à 830, la Chine à 280 satellites, ensuite la Russie à 147, puis le multinational. Donc USA, Chine, Russie, les 3 premiers en termes de satellites dans l'espace opérationnel, avec le multinational derrière. Intéressant de voir le Japon par exemple, et puis l'Inde, également le Luxembourg, qui est dans le peloton des 10 premiers. Donc tout ça ce sont des informations quand même intéressantes. Et là, voilà, en 2020, on voit l'évolution. Donc les États-Unis sont passés en 2 ans de 830 à 1300 satellites. La Chine de 280 à 356, etc. Japon, par exemple, de 75 à 78, petite montée. Et vous voyez, globalement, la tendance est là. On augmente singulièrement le nombre de satellites autour de nous. Typiquement, en novembre 2018, on avait à peu près 2000 satellites dans l'espace, en tout. Opérationnel. En 2020, avril, on en est à 2666. Ça fait plus de 30% en une année et demie. En décembre 2020, donc 8 mois après, on est à 5%. Donc une forte poussée
légère décroissance à voir, hein, s'il n'y a pas des effets quelconques de notre perturbation socio-économique à tous les étages due à cette pandémie. Il faudra aller un peu dans le détail, mais peu importe, on voit bien que la trajectoire est bien là, c'est celle qui va vers le haut, c'est normal, on est dans l'espace. Alors ce qu'il faut distinguer aussi, c'est les pays qui possèdent des satellites et ceux qui peuvent en lancer. Donc il faut savoir qu'il y a des pays qui ne peuvent pas en lancer, mais qui en possèdent quand même, donc ils vont passer par d'autres pays, ou éventuellement des sociétés privées. Alors prenons le cas de l'Inde par exemple, l'équivalent en Inde de la NASA c'est l'ISRO, donc leur institut de recherche spatiale. Donc en 2014 ils mettent une sonde en orbite autour de Mars, ça leur coûte 73 millions de dollars. Pour info, un film blockbuster au cinéma, l'ordre de grandeur c'est 100 millions de dollars. Donc globalement ça leur est revenu moins cher d'envoyer une sonde autour de Mars que de faire un blockbuster. Ordre de comparaison toujours intéressant à voir. En 2017, ils font une prouesse, c'est la première fois qu'on met autant de satellites en un coup grâce à un seul lanceur. Donc là, on est à 104 satellites en un coup. Donc 96 de ces satellites sont pour les États-Unis. Donc vous voyez les coopérations internationales nécessaires, hein, les investissements, les risques et les durées des projets nécessitent de la coopération internationale. Donc c'est le cas dans ce cas-là en 2017 entre l'Inde et dans les autres années, hein, il y a eu de nombreuses coopérations entre les pays. Donc l'Inde 2017, 104 satellites avec une seule fusée. Donc ils envoient un satellite massif de 714 kg et 103 nanosatellites. Donc ce qu'on appelle des nanosatellites, c'est des satellites qui sont inférieurs à 10 kg. Pour une charge en tout de 650 kg à peu près sur ces nanosatellites. Ah, donc voilà, vous voyez l'image typiquement ce qu'on appelle des CubeSats, donc des satellites de type cubique, des modules cubiques qu'on peut assembler les uns derrière les autres, qui peuvent éventuellement donc faire des lignes. Et voilà dans l'espace que ça donne, ces CubeSats déployés. Donc il y en a de plus en plus, c'est très pratique, c'est peu cher, ça se gère bien, se lance bien. Donc il faut s'attendre à une profusion, et c'est exactement ce qui se passe, de ces types d'engins autour de dans notre espace, l'espace proche. Alors, juste sur cette info de record de satellites envoyés en une seule fois, donc en janvier 2021, donc très récemment, ce record a été battu par SpaceX, donc la société d'Elon Musk, une de ses sociétés. On est passé à 143 envoyés d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces différents satellites? Donc essentiellement 3 gros usages. On fait de l'observation, de la télécommunication et de la localisation. Donc à la fois pour évidemment le domaine militaire, hein, bien sûr, certains domaines du gouvernement. On va travailler pour le civil, avec le GPS qu'on connaît bien, donc qui nous permet de nous localiser, alors soit nous l'individu, soit tout un ensemble de véhicules. Il faut bien penser par exemple à la supply chain, hein, à l'échelle mondiale. Donc le GPS qui sert notamment à guider par exemple l'ensemble des containers qui circulent de manière quotidienne par paquet de 10 000 sur l'échelle de la planète. Donc on va faire de l'observation du sol, de migration éventuelle d'espèces quelconques par exemple, animales. On va essayer de regarder, tout ce qui est cours d'eau, densité de trafic, de circulation, etc. On va faire de la météorologie, évidemment, et puis voilà, tout un ensemble de recherche et développement divers et variés. Dans la partie commerciale, on peut parler notamment des télécommunications, hein, une part majeure de l'usage des satellites dans le secteur commercial. Alors, en ce qui concerne la France, donc un projet H2020 porté notamment par le CNRS, le CNES et puis différents partenaires. C'est toujours des grosses plaques ces projets-là européens. Il s'agit du satellite PicSat. Donc, il s'agit d'aller étudier une exoplanète. Donc c'est ce qu'on appelle une exoplanète, ce sont des planètes qui sont situées en dehors du système solaire. Donc ces planètes-là ne tournent pas autour de notre étoile, elles tournent autour d'une autre qui est située ailleurs et souvent, toujours bien très loin, quoi. Donc là, il s'agit d'aller observer en continu l'étoile Beta Pictoris, que vous avez ici en haut à droite. Donc Beta Pictoris, une certaine étoile située dans la constellation du Peintre. Donc on souhaite aller l'étudier sans perturbation atmosphérique, sans pollution dans le signal d'une manière ou d'une autre. Et notamment, on va étudier une exoplanète de cette étoile Beta Pictoris, donc l'exoplanète Beta Pictoris B, voilà, de son prénom, lorsqu'elle va passer devant l'étoile. Donc elle tourne autour de l'étoile et puis à un moment elle passe devant, hein. C'est ce qu'on appelle le transit dans notre échelle d'observation. Donc ça se passe pour Beta Pictoris B tous les 18 ou 36 ans. Donc il faut pas rater le moment.
Et voilà, lorsqu'elle passe devant cette étoile, en fonction des variations de luminosité mesurées, on va avoir tout un tas d'informations sur sa taille, sa densité éventuelle et donc sa composition. Voilà. Faire tout un ensemble de mesures qui nous permettront de mieux comprendre cette planète, mieux comprendre cette étoile. Et en étudiant ça, on va pouvoir mieux comprendre notre étoile, nos planètes. Voilà, c'est tout un système qui se nourrit. L'apprentissage de l'un entraîne l'apprentissage de l'autre dans l'exploration spatiale. Donc on a utilisé un lanceur indien, donc à 500 km et placé à 500 km d'altitude. Donc intéressant, vous voyez comment l'Inde se place en tant que fournisseur de lanceurs, qui vient concurrencer SpaceX par exemple. Donc ici, c'est alors ces fameux CubeSat, 3 cubes de 10 cm de côté, pour une longueur totale de 30 cm. Et donc ça embarque un télescope miniaturisé, une fibre optique, un détecteur à comptage de photons. Donc in situ dans l'espace, on va pouvoir faire des mesures sur cette planète. Donc là vous voyez une vidéo de la planète en mouvement. Voilà, un petit mouvement, un autre mouvement. Donc là il s'agit de quelques journées, quelques semaines, quelques mois de suivi. On a vu qu'il fallait attendre 18 ans pour faire un tour entier, donc évidemment vous n'avez pas vu un tour entier se passer. Mais voilà, des informations comme ça sont parfaitement précieuses pour la recherche parce qu'elles donnent plein d'informations. Comme bien souvent, il y a une couche qu'on voit et en étudiant un peu ce qu'on voit et des interactions avec l'extérieur, on va en apprendre beaucoup plus sur le phénomène observé. Donc voilà, un CubeSat, il faut savoir que c'est peu coûteux. On est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros pour un lancement contre quelques dizaines de millions d'euros pour un satellite de taille normale. Donc vous voyez, on a 2 décades en moins, ce qui n'est pas rien sur des projets comme cela. D'où le gros engouement qu'on peut avoir, qu'on a actuellement sur cette technologie par toute une somme d'acteurs. Alors voilà, New Space, vous avez évidemment ça attire des gens, notamment des investisseurs. Donc là par exemple, Morgan Stanley, une banque d'investissement, qui discute de l'industrie de la conquête spatiale, nous donne ce type d'analyse. Donc on estime que en 2040, on va atteindre plus de 1000 milliards de dollars dans la conquête spatiale, comme revenu de la conquête spatiale, contre 350 aujourd'hui. Donc un bon x3 dans une bonne quinzaine d'années. En bas, vous voyez la répartition en fonction des usages de ce qu'on va déployer dans l'espace. Donc ce que vous voyez à partir de 2026, voilà, à peu près au milieu, apparaît une certaine couche, d'une certaine couleur, là, la couleur un peu plus claire. Donc là, c'est tout ce qui est des impacts de second ordre. Cet écosystème qu'on est en train de mettre en place dans l'espace va avoir les retombées qu'il a actuellement, plus tout un ensemble de services de second ordre qui vont apparaître. Donc voilà, un entraînement de la machine de développement qui va avoir des répercussions tout à fait concrètes, à l'échelle de la surface et à notre échelle, en croissance petite exponentielle. En tout cas, une croissance tout à fait intéressante par les investisseurs. Donc d'après cette banque d'investissement, les meilleures opportunités d'investissement à court et à moyen terme vont être l'accès Internet au débit par satellite. C'est là en fait qu'on devrait avoir le plus gros développement en termes de revenus financiers dans ce business du New Space. Et ce segment pourrait représenter à peu près la moitié de la croissance des revenus liés à la conquête spatiale jusqu'en 2040. Donc c'est potentiellement énorme. Et donc voilà, apparaissent des spécialistes de certains services, et donc ça forme maintenant des écosystèmes d'entreprises. Comme dans tout business, sur Terre, voilà, on a un business maintenant, celui de l'espace, c'est ça le New Space, c'est ce que vous avez sous les yeux. Tous ces acteurs-là, alors en haut vous avez donc SpaceX, Blue Origin, Masten, Worldview, etc. Donc eux font des véhicules de lancement, du tourisme de l'espace et de l'exploration lunaire. En dessous, vous avez des spécialistes des satellites, des sous-systèmes, divers équipements. En dessous, vous avez des stations au sol, etc. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Il n'y a plus simplement des États avec chacun qui couvraient à peu près l'ensemble des opérations nécessaires pour leur exploitation, leur exploration. Maintenant, on va prendre des spécialistes à gauche et à droite et on va faire un assemblage de partenaires exactement comme on fait sur Terre pour la plupart des business. Donc c'est ce qu'on appelle ça, ce New Space, la nouvelle façon de faire du business dans l'espace, enfin l'apparition d'un business de l'espace.
Une petite info, voilà, des focus qui sont faits ici à un autre écosystème sur uniquement les constellations de satellites prévues. Donc ça, ce sont des systèmes déployés dans l'espace qui utilisent tout un ensemble de satellites, comme la constellation GPS. Ben voilà, ces constellations, il va y en avoir de plus en plus. Et vous avez là ici différents écosystèmes. Donc aux États-Unis, 26 constellations en prévision. Donc on parle de plusieurs dizaines de milliers de satellites rajoutés. Hein. En Chine, on est à 21 constellations. En Europe, on est à 20 constellations. Et les autres pays, les autres domaines, enfin les autres, assemblages de pays, représentent une quinzaine de constellations. Ça veut donc dire une explosion à court terme de ces nanosats, CubeSats et autres Internet en constellation spatiale. Donc la trajectoire est à peu près claire, là. Enfin, elle est même carrément claire. Alors voilà, Wall Street en raffole, c'est sûr. Hein, vous avez ici Cathie Wood, donc une personne qui est tout à fait influente au sein de Wall Street, qui est parfaitement écoutée par beaucoup d'investisseurs, gros, petits, porteurs, comme on veut. Donc elle est notamment CEO du fonds d'investissement ARK. Donc eux, ils travaillent beaucoup dans les ETF. Les ETF, c'est des portefeuilles de titres. Vous misez non pas sur une entreprise, mais sur une technologie. Par exemple, on va dire, bah voilà, moi je vais avoir l'ensemble de titres qui vont porter sur le véhicule automobile. Donc je vais acheter un petit peu de l'équipementier, un petit peu du constructeur, un petit peu de, etc. Donc en fait, vous venez disperser votre risque en venant financer une chaîne d'acteurs plutôt qu'un acteur particulier. Donc ils font des paquets. Donc il va y avoir par exemple un paquet sur la génétique. Donc plein d'acteurs de la génétique et notamment ARK a fait des très bons résultats sur ses paris réalisés sur la technologie CRISPR, Cas9, donc le Cas9 pardon, une technologie de ciseaux génétiques. Donc voilà, le nez est fin. Ce qu'on fait dans ces fonds d'investissement, donc vous venez avec votre argent, on les répartit sur différents acteurs de toute une chaîne de services, et là ils ont développé un nouvel ETF qui porte sur l'exploration spatiale. Donc vous voyez, si vous investissez dans cet ETF, vous allez avoir un petit peu d'argent sur des lanceurs réutilisables, de l'aérospace en orbite, de l'aérospace suborbital, des drones aériens, de l'impression 3D et différentes autres technologies. Donc ce fonds d'investissement a fait des annonces récentes, notamment avec, par exemple, Virgin Galactic, donc le tourisme spatial, et d'autres acteurs, du New Space. On a ici, par exemple, Planet Labs, un service de cartographie par l'espace mis à disposition d'usagers. Donc voilà, ARK a un gros fonds, et il y en a d'autres, hein, récemment sur le devant de la scène pour ses conseils dans le New Space, sachant que ARK est très efficace dans un paquet d'autres technologies. Donc vous avez ici une forme d'influenceur également des marchés. Donc les marchés Wall Street qui s'intéressent à ces 1000 milliards de dollars de perspectives à court terme, on n'en doute absolument pas. Donc voilà, maintenant je vous propose de discuter de quelques-uns des usages actuels, des développements actuels dans le New Space. Et le premier, donc évidemment, Internet. Donc une technologie majeure, révolutionnaire à l'échelle de l'espèce, on est dans le champ de l'imprimerie. Il faut bien voir qu'Internet a considérablement changé le monde, on le voit bien, mais voilà, à tous les niveaux. Que ce soit de l'économie, du social, du politique, des affrontements entre pays à leur rassemblement, de la production de connaissances, création d'un nouvel espace interconnecté entre les individus, ce cyberespace avec ses autoroutes que sont Internet. Donc c'est parfaitement extraordinaire en fait les retombées d'Internet pour notre espèce. Et donc là maintenant, voilà, on est dans une nécessité, en tout cas pressentie pour certains acteurs, de pousser cette infrastructure dans l'espace. Alors pour quelles raisons ? Premièrement, si on regarde l'histoire des communications et notamment intercontinentales, depuis que ça existe et encore aujourd'hui, c'est grosso modo une histoire de câble en fait, et non pas de wireless. Vous avez ici le premier télégraphe envoyé en 1858 de la reine Victoria, donc aux États-Unis. Première ligne télégraphique transcontinentale. Voilà ce que ça donnait sur une carte. Et maintenant ici, vous avez le réseau de câbles fibre optique qui traverse les continents pour tout un ensemble de télécommunications digitales, donc évidemment Internet, mais même ce qui est SMS, etc. Quand on envoie d'un continent à l'autre, on ne passe pas par les satellites sont plutôt là pour le dernier kilomètre, manière de parler, voilà, d'un récepteur à l'utilisateur. Là on va passer par des réseaux
sans fil. En revanche, pour aller couvrir les longues distances, pour l'instant, on est essentiellement, et donc à 99%, par des câbles sous-marins. Donc vous voyez ici un type de câble. Alors c'est évident que ça ne se range pas comme les autres câbles. Voilà, donc en 2020, pour tout ce qui est Internet et télécom, on a à peu près 400 câbles de fibre optique à l'échelle planétaire, qui transportent donc, comme je vous disais, 99% de la communication digitale. Donc ces câbles, ils sont certainement performants et intéressants, mais évidemment ils vont avoir des inconvénients. Et notamment leur installation va être fastidieuse. Donc on va passer par des bateaux, il va y avoir différentes personnes, de nombreuses personnes qui vont être impliquées. On parle de plusieurs années pour plusieurs centaines de millions de dollars pour l'installation d'un câble. Donc on peut avoir une attaque de la faune, de requins, on peut avoir des ancres, éventuellement l'encre des bateaux qui pose souci, si on ne l'a pas posé assez profond. Donc la règle générale dans ce monde-là, c'est the deeper the better. Donc mettons le câble le plus profond pour être plus sécure. Donc vous imaginez aussi derrière qu'il y a des coûts. Alors sur Terre, c'est déjà arrivé qu'on coupe accidentellement ces câbles par un humain, par exemple. Notamment en Russie, il y a une anecdote assez croustillante là-dessus. Ils sont soumis à des catastrophes naturelles, par exemple la tornade Sandy aux États-Unis sur la côte Est, on estime à 71 milliards de dollars les dommages et les ruptures partielles les dommages résultant de la tornade et de la coupure partielle en tout cas entre les câbles d'Amérique du Nord et de l'Union européenne, enfin de l'Europe. En revanche, ils sont plus rapides que les satellites, notamment au terme de temps de latence et puis de débit. Et jusqu'ici, globalement, c'était une solution moins chère, sur tout le cycle de vie, on va dire, avec la maintenance derrière, etc. Alors, évidemment, ils vont être soumis aussi à malveillance. Et ça, c'est un autre problème qui inquiète certains États. Donc on peut venir les couper, on peut venir éventuellement essayer de placer des objets dessus, comme ici. Vous voyez sur CNN un espionnage éventuel des Russes sur un certain câble qui partait des États-Unis. Donc on explique qu'il y a un bateau qui traîne trop près et voilà ce qu'il pourrait éventuellement faire, on informe la population. Donc voilà une réelle menace en fait sur l'infrastructure potentielle. Les révélations de Snowden par exemple ont poussé le Brésil à changer sa manière d'être connecté aux autres continents, de ne plus passer par les États-Unis, de bypasser leurs câbles et puis de réaliser leurs propres câbles. Donc vous voyez que ça c'est parfaitement stratégique. La maîtrise de l'infrastructure de communication, en fait, pour n'importe quel pays, est essentielle pour le pays. Pour une question de socio-économie, déjà, il faut que l'information circule pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc la communication est essentielle dans une espèce sociale comme la nôtre. Et donc toute l'infrastructure qu'il y a derrière, elle est vraiment critique. Donc socio-économique, c'est sécurité nationale, politique, pour plein de raisons. On va chercher à préserver évidemment nos canaux de communication pour rester synchronisés. Donc c'est essentiel de pouvoir se parler. Donc, à l'époque hyper connectée comme la nôtre, basée sur la data et les communications, cet élément-là, qui sont entre deux individus, 60 millions ou 7 milliards, la communication, va prendre de plus en plus d'importance, ces infrastructures. Ce sont les fondements du pays, de l'organisation. Et on voit bien, juste un petit écho au problème entre Huawei, la 5G, les US et l'Europe. Une notion de confiance, l'Europe et d'autres. Une notion de confiance en fait sur un opérateur en qui on n'a pas confiance mais qui va déployer une infrastructure centrale pour nos télécommunications. Donc qui possède l'autoroute peut potentiellement posséder, en tout cas influencer ce qui circule à l'intérieur. On peut parler des péages d'autoroute par exemple, pour avoir une idée de ce phénomène. Alors voilà, des câbles qui sont tout à fait utiles, performants, nombreux, avec, comme tout, des inconvénients. Alors on va voir, on se tourne vers le ciel. Il y a différentes stratégies. Donc autour de la stratosphère, à 10-50 km, on va pouvoir avoir certaines solutions. Et là, par contre, on va pouvoir couvrir uniquement la taille d'une ville, à peu près. Il y a des essais qui se font par drone, alors Facebook, Google, mais Boeing, Airbus. Alors évidemment, le New Space, c'est le domaine des GAFA et des BAXT, qui viennent de plus en plus maintenant. C'est le domaine royal de toute la Silicon Valley et de l'Asie digitale. Mais il n'y a pas que, même s'ils sont clairement devant et bien loin. Donc il y a, vous voyez, Boeing et Airbus, qui travaillent sur des drones pour éventuellement diffuser Internet. Google travaille sur des ballons. Les ballons ne sont pas morts du tout. Et donc voilà, on propose de focaliser sur un projet phare de Elon Musk,
connu pour toutes ses prises de risques et puis de courage et vision plus ou moins contestable. En tout cas, un entrepreneur, c'est sûr. Un entrepreneur qui a de l'audace, du courage, mais qui a aussi beaucoup de moyens. Ça facilite les choses quand on a les moyens. Mais je ne remets pas du tout en cause, hein, sans dénigrer toute son œuvre. Donc voilà, on travaille activement à un projet qui s'appelle Starlink, une société qui va déployer une constellation de fameux satellites autour de la Terre pour pouvoir donner Internet, en fait, un service Internet haut débit partout sur la planète. Donc le projet initial, c'était 12 000 satellites. On en a rajouté 42 000 mini. Donc on est à une hauteur, ça dépend des moments, des chiffres. On a plusieurs dizaines de milliers de satellites, entre satellites et mini-satellites, qui vont être envoyés par Starlink. Donc vous voyez ici ces satellites empilés pour être mis dans le lanceur Falcon 9, le lanceur qu'ils ont d'abord créé chez Starlink, un lanceur qui soit réutilisable. Une fois qu'on a maîtrisé cette technologie, alors on peut réfléchir à ce qu'on va envoyer dans l'espace. Mais d'abord, faire un aller-retour. Et ça a changé complètement la donne dans le monde de l'espace. C'est l'aller-retour du lanceur. Jusqu'ici, le lanceur était envoyé et puis était dispersé dans l'espace. Donc les coûts partaient également. Hein. L'argent n'était pas investi, c'était un one-shot. Maintenant, on peut revenir et relancer et revenir. Donc là, on a un service qui apparaît, hein. Pas qui commence, qui est là, quoi. Donc voilà, Falcon 9, son lanceur, envoie par paquet de 60 à chaque lancement 60 de ces satellites. Donc à une hauteur comprise, comme je disais, autour de quelques centaines de kilomètres, et puis d'autres qui seront plutôt à 1000 km d'altitude. Pour les petits, à basse altitude, on est sur un poids de 225 kg à peu près par satellite. Donc en fait, rien que le projet Starlink, quand il sera amené au bout, ou en tout cas quand il sera suffisamment avancé, ça avance vite, hein, ça va certainement se réaliser. Rien que ce projet-là, on aura envoyé plusieurs fois le nombre d'objets qu'on n'a jamais envoyés dans toute l'histoire de l'humanité dans l'espace. Donc rien que sur cet entrepreneur-là, sur cette société-là, pour un seul service Internet. Donc c'est pas rien ce projet. Il est extrêmement intéressant à plein de niveaux. Alors bien sûr, on ne fait pas ça comme ça, hein. Il y a des régulations à suivre, même si elles sont bien faibles en ce moment, pour l'instant encore, pardon. Mais notamment, il va falloir avoir l'autorisation de la Commission fédérale des communications pour avoir l'autorisation de déployer ces satellites et d'avoir des bandes qui soient réservées de communication. C'est comme pour les portables. Il y a des appels qui sont réalisés, puis il y a des postulants. Et ensuite, cet organisme va choisir ceux qui sont adaptés, dans lesquels ils ont le plus confiance à pouvoir tenir le service, à pouvoir l'apporter. Donc, pour avoir eu un go, on lui a aussi dit, voilà les deadlines. Et là, en fait, les deadlines qu'il a reçus, c'est donc en 2024, il doit avoir lancé 50% de ses satellites, et en 2027, le tout doit être déployé. Donc il y a une course contre le temps, qui pour l'instant se passe très bien, en tout cas d'après ce que la société Starlink dit. On estime le coût du projet à 10 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose en fait. 10 milliards de dollars pour connecter la planète entière par des satellites à Internet. En soi, en tant qu'investisseur seul, évidemment, c'est une difficulté, mais derrière, les prévisions étant, donc on a vu des chiffres à 1000 milliards, et les prévisions de Musk sont, il estime pouvoir capter 1 à 3% du marché, donc ce qui est tout à fait raisonnable, hein. C'est un entrepreneur tout à fait classique au sens où il maîtrise bien l'environnement, il comprend bien et les risques et il les prend. Et deuxièmement, les pourcentages à pouvoir récupérer sur des marchés. Donc les ordres de grandeur sont tout à fait cohérents avec une entreprise quelconque, hein, un business quelconque, pour quelqu'un qui vient en nouveau player dans ce business. Donc tout à fait raisonnable. Et ça devrait lui rapporter quelques dizaines de milliards de revenus par an. Donc j'en mets 10 sur la table, et une fois que ça tourne en une année, je me suis remboursé. Donc ça, pour un entrepreneur, c'est tout à fait intéressant. Il y a bien pire comme rendement. Donc où on en est maintenant, voilà, il a envoyé plus de 800 satellites. En octobre 2020, le premier tweet via Starlink. Donc vous avez ici l'image de ce tweet. Voilà, 22 octobre, pardon, j'ai fait une erreur, c'est pas 2020, c'est 2019. Alors, actuellement, on en est où? On est en bêta-test pour quelques États des États-Unis. Donc voilà, ça commence à se tester par des usagers, des utilisateurs américains. L'offre commerciale commence à se dessiner. On parle de 100 $ par mois, avec un kit de connexion, que je vous mets là, à 500 $. Donc,
un billet d'entrée pour avoir ce kit de connexion à 500 $, et 99 $ par mois pour le service lui-même. Les débits mesurés sont de l'ordre de 50 à 150 mégabits par seconde, ce qui est tout à fait performant, raisonnable, comparable par rapport à ce qu'on a en moyenne en France, par exemple. On a une latence de 20 à 40 millisecondes, donc une certaine latence, et il précise, attendez-vous à, de manière ponctuelle, avoir de brèves périodes d'absence totale de connectivité. Donc en termes de performance, on est comparable, et il n'y a absolument pas à rougir, bien au contraire, avec de la DSL ou autre. Par contre, il y a éventuellement ces brèves coupures, ces brèves périodes d'absence totale de connectivité à gérer. En tout cas, voilà, une offre un peu plus chère, mais tout à fait en concurrence, sans appalir des technologies actuelles. Donc on va voir ce que ça va donner. Starlink. Voici un deuxième acteur. Alors il y en a d'autres, hein, on ne va pas pouvoir tous se les faire, mais voici un deuxième. Ici, c'est Jeff Bezos, donc le CEO d'Amazon, qui lui, en juillet 2020, vient lui aussi d'avoir l'autorisation de la FCC pour lancer 3000 satellites Internet. Donc on est une décade en dessous de Starlink dans le nombre de satellites. Autre manière de faire les choses. Ils ont développé leur propre lanceur aussi, Amazon, hein, donc faut pas oublier. Donc vous voyez comme c'est intéressant Internet. Les acteurs dont on parle, en tout cas on va prendre le cas d'Amazon, à la base ils vendaient des livres en ligne. Maintenant, ils ont leur propre lanceur d'engins spatiaux et ils vont développer l'Internet spatial par constellation. Donc c'est ça qui fait que les GAFA sont aussi intéressants qu'inquiétants probablement dans la manière dont ils sont polymorphes au sein de nos sociétés. La puissance qu'ils possèdent, plus il y a de puissance, plus il est nécessaire d'avoir de la maîtrise, inquiète à juste titre ou pas, en tout cas ça fait s'interroger. Et voilà, ces acteurs puissants de la Silicon Valley, lancés parfaitement dans la conquête de l'espace et définissant les nouvelles règles, en tout cas technologiques et certaines modalités. Donc voilà, on a ici Blue Origin, hein, leur projet de lanceur. Donc grâce, pareil, à ce lanceur, une fois que vous avez ça, alors on peut commencer à parler, à avoir d'autres lignes de business. Typiquement donc le projet Kuiper pour Amazon, le nom de ce projet comme Starlink. Ils ont aussi des contraintes de la FCC, donc pour eux ça va être 2026, la moitié des satellites opérationnels, le reste lancé en 2029. Alors avec à chaque fois, quel est le risque si j'ai pas ça? Ben j'ai la perte d'exploitation du réseau potentiel. Donc évidemment ça va être politique derrière, on va pas en arriver là. Mais voilà, si vous ne tenez pas la deadline, on ne vous garantit plus d'avoir réservé ces plages pour vous et vous perdez l'exploitation. Donc de gros enjeux. Et Jeff Bezos, lui, a dit que Amazon investit plus de 10 milliards de dollars dans la démarche. Donc on investit plus qu'Elon Musk. Comprenez ça. Donc voilà, entre intérêt réel ou combat de coq, ça, on ne sait pas, peu importe. Il travaille à un nouveau lanceur, un New Glenn, donc des dizaines. Ce nouveau lanceur pourra envoyer des dizaines et voire des centaines de satellites à la fois. Donc vous voyez les mêmes besoins. Donc le projet est en cours. On va voir, on n'a pas beaucoup plus d'informations à suivre. Amazon Projet Kuiper. Alors à côté d'Internet, juste comme ça, pour parler d'Amazon, une autre option intéressante pour les GAFAM assurément, c'est la Lune. Et là vous voyez ici Jeff Bezos avec un alunisseur Blue Moon. Donc, il développe, ce vendeur de livres, en tout cas cette société, développe maintenant des alunisseurs. Et donc en avril 2020, voilà, la NASA a travaillé, leur a donné des crédits, donc ils ont gagné une grosse part de crédit pour un atterrisseur lunaire que la NASA va utiliser. Donc travailler aussi avec SpaceX dans ce projet et Dynetics, notre société, pour d'autres usages. Et c'est ça le New Space en fait. C'est que maintenant les États travaillent avec des sociétés diverses et variées. Et tout un paquet de sociétés diverses et variées, chacune très spécialisée dans leur technologie, dans leur savoir-faire. Et on vient assembler des briques de compétences, comme on fait dans n'importe quel business. Avec ses contraintes propres bien sûr, celle du spatial n'étant pas rien. Effectivement, ces contraintes ne sont pas rien parce que voilà, pour finir sur ce point d'Internet, je vous propose quelques considérations planétaires à avoir. Le premier point avec ces constellations de satellites et sur lequel Musk est attaqué probablement à juste titre, en tout cas sur la question, c'est celle de ce qu'on appelle les débris spatiaux. Donc les débris spatiaux, c'est un réel souci. Il faut bien voir que énormément de débris circulent autour de notre planète depuis qu'on a mis le pied dans l'espace. C'est un vrai souci, parce que premièrement, la taille des débris n'est pas proportionnelle à l'importance des dégâts causés. Par exemple, un petit débris d'1 centimètre de diamètre peut avoir la même énergie qu'une berline à 130 km/h, pour 1 centimètre de diamètre.
Donc en termes énergétiques, dans un espace qui vous fait dériver sans réel frottement, plus vous éloignez en fait de la surface, même après avec une absence de frottement, voilà, un petit centimètre qui a l'énergie d'une berline peut tout à fait venir impacter et poser problème à une structure plus massive, plus conséquente, quoi. Alors ici, je vous mets une petite vidéo qui est une simulation. Donc vous allez voir en fonction du temps, ça va de 2017 à 2029. Si je ne me trompe pas. Voilà une projection des différents satellites en constellation qu'on va avoir. Donc, la plupart étant en fait pour Starlink. Vous voyez les différents noms des entreprises, des différents projets de constellation. Donc, 57 000, une bonne 60 000 satellites, donc il faudrait le mettre à jour hein, avec les nouvelles autorisations. Mais vous voyez qu'on se densifie. Hein. Plus la ligne de temps avance, plus on devient opaque en fait. Hein. Et donc c'est un réel souci parce qu'on a déjà eu des histoires. Par exemple en 2015, on a dû faire, rien que l'année 2015, 5 manœuvres de ISS. ISS a dû bouger, changer de place pour éviter les collisions. En 2019, c'est l'Inde. L'Inde royale dans le lanceur, bah là, petite erreur, en fait, elle procède à un tir de destruction sur un satellite qu'elle a en orbite. Et donc là, bah, ça génère quantité de débris qui, pareil, ont posé des soucis éventuels à ISS. Et en octobre 2020, autre exemple, on a détecté un très haut risque de collision. Donc on avait 10% de chance que deux objets entrent en collision. Donc les objets étaient un satellite mort qui tourne à l'infini autour de la planète, et un élément de lanceur, donc les lanceurs, les éléments qu'on a abandonnés quand les lanceurs n'étaient pas réutilisables. Donc tout ça dévie gaiement dans l'espace, et parfois ça se rencontre, et quand ça se rencontre, bah ça se touche, et puis ça se fragmente à terme. Bon. La plupart des débris se vaporisent quand même dans leur entrée atmosphérique. Malgré tout, il y en a 10 à 20% qui arrivent à la surface. Et la chance qu'on a, c'est qu'en fait, seul 3% de la surface est habitée. Donc pour l'instant, vu la quantité de débris, une question de probabilité fait qu'il y a très très peu de chances, ce serait vraiment un coup de malchance, hein, qu'un débris nous tombe dessus, en l'état actuel. Le problème, c'est que, bah voilà, avec la montée en puissance singulière, franche, plusieurs décades d'un coup sur une simple décade de temps, on va augmenter massivement les objets, donc les risques de collision, donc en fait les débris potentiels. Et là, certains de ces débris qui peuvent rester quelques milliers d'années hein, autour de la planète, tournant à plusieurs milliers de kilomètres/heure, hein, donc de pures balles qui tournent autour pendant un temps extrêmement long, peuvent produire ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Donc ça, c'est un syndrome qui a été un comportement dans la sphère planétaire, la sphère spatiale, qui a été mise en évidence par un consultant de la NASA, qui porte son nom, donc Kessler. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir un état, un certain point de quantité de débris dans laquelle la quantité de débris qu'on a en orbite basse, due à la pollution atteint une certaine quantité. À ce moment-là, les objets en orbite sont fréquemment heurtés par des débris. On a des satellites en orbite qui commencent à être fréquemment heurtés par des débris. Eux-mêmes se brisent en plusieurs morceaux. Ça augmente le nombre de débris et donc potentiellement le nombre de contacts entre les objets et ces nouveaux débris. Et voilà, on a une parfaite réaction en chaîne de type Tchernobyl, dans le champ du nucléaire. Hein. Donc quelque chose qui résume bien, juste pour information, je vous invite à voir ce film, si vous voulez étudier un peu ce phénomène. Le syndrome de Kessler est à la base de l'intrigue du film Gravity. Et là je vous propose, alors je ne vais pas spoiler, hein, c'est le trailer mis en ligne par Warner Bros directement. Je vous propose de regarder une petite scène, alors premièrement parce qu'il est très très bon, enfin la scène, le film est de qualité je veux dire. Je vous propose de regarder un peu, ne serait-ce que les caméras, la manière dont c'est tourné. Mais au-delà de ça, voilà. Voilà, là vous avez la scène, une scène d'entrée en fait, hein, où ils sont en train de travailler sur un véhicule, enfin un objet en orbite, et ils viennent d'être informés par le sol qui vient juste d'avoir une collision, et voilà, une quantité de débris qui est projetée vers eux. Explorer, permission to retrieve Dr. Stone. Your go, Houston, Explorer, copy. All right. We've lost Houston. We've lost Houston. Look, we need to get the hell out of here. Need some help there, man? No, don't wait for us. It's stuck. Man down! Houston, Man down! Houston, Explorer, copy.
is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone, detach. You must detach. If you don't detach, that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Je vous propose d'arrêter, on a compris l'idée. Donc voilà, vous pouvez aller voir ce film, je vous invite, si ça vous intéresse, d'étudier ce phénomène. Donc au bout d'un moment, il va y avoir un deuxième seuil, prévu éventuellement, hein, où la quantité de débris sera tellement massive qu'en fait on va avoir un arrêt de toute possibilité d'exploration spatiale. On aura une coque de débris autour de la planète. Donc un arrêt de l'exploration spatiale, voire de l'utilisation des satellites artificiels pour plusieurs générations. Un risque possible. Donc voilà, on a un classique hein, du bras de fer entre la régulation et la libéralisation, on va dire, entre les ordres collectifs et puis une certaine capitalisation, privatisation des choses. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire société dans un environnement comme l'espace quand on a plein d'acteurs privés qui commencent à apparaître en suivant des règles qui ne sont pas tout à fait claires, en tout cas qui méritent d'être clarifiées. Voilà par exemple donc les types de considérations qu'on va avoir et évidemment cet écosystème possède ces acteurs pour aller pour aller répondre à ces problématiques, quoi. Donc là vous avez un acteur du privé de la surveillance qui s'appelle Leo Labs. Donc qui donne un support aux industries qui sont basées sur les systèmes satellites. Donc ils observent tout ce qui est en orbite terrestre basse, inférieure à 2000 km, et ils suivent la quantité des débris. Et c'est eux qui notamment ont prévu ce débris en octobre 2020 avec 10% de chance. Donc l'ESA, lui aussi, travaille au suivi des débris, pardon. Donc ils ont utilisé leurs propres données pour tout ce qui était inférieur à 10 cm. Et ils ont les données de l'US Space Surveillance Catalog pour les objets les plus gros. Ils ont regardé les satellites inactifs, les restes de missions spatiales comme les coifs de fusées, corps de fusées, des petits fragments, etc. pour regarder combien on avait de débris en fait. Donc voilà typiquement des images qui viennent de Leo Labs mais qui illustrent ces débris aussi étudiés par ESA. Donc à gauche vous avez les satellites. Et à droite, vous avez la même version avec les débris en plus. Donc vous voyez que c'est un véritable problème qui commence à sérieusement apparaître. Je vous invite à regarder ce site éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une vision live, sélectionner des paramètres, suivre des satellites définis selon vos choix, et voilà, savoir où on en est. Donc depuis 2019, l'ESA a regardé, alors on en est où dans ces débris? Donc les débris de plus d'1 mètre, on estime qu'il y en a plus de 5000. Les débris de plus de 10 cm, il y en a 34 000. Les débris de plus d'1 centimètre, on est un petit peu en dessous du million. Et les débris de plus d'1 millimètre, on en aurait 130 millions. Pour l'instant, 130 millions de débris de plus d'1 millimètre qui tournent autour de la planète. Donc évidemment, le New Space doit absolument regarder ce problème. Alors en ce qui concerne Starlink, voilà, il y a une observation d'un chercheur du centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian en 2020, réalisé par McDowell, qui considère, en observant les mouvements orbitaux qui sont issus de SpaceX et puis du gouvernement américain, qu'environ 2,5 à 3% des satellites Starlink seraient défaillants. Donc voilà, on doit avoir certaines trajectoires, on ne les a pas. Et on regarde un peu dans le détail, et en fait le comportement montre plutôt une défaillance. Donc on estime avoir 2,5-3% des satellites déjà envoyés qui sont défaillants. Donc ça, 2,5 à 3% de défaillance, c'est un niveau qui est quand même relativement tout à fait acceptable en contexte industriel. Quand on fait des chaussures ou des voitures, pas de souci avec ça. Il y a des améliorations sur les nouvelles versions qui sont envoyées dans l'espace suite à des informations comme celle-ci notamment. Mais les améliorations ne sont pas, a priori, ne cassent pas par 10, ne divisent pas par 10 le résultat, à voir, quand même dans le temps. Si on reste sur 3% de 42 000, ça fait 1260 satellites morts. Avec chacun donc plusieurs centaines de kilos, qui risquent de dériver sans but autour de la planète. Et ça fera à peu près la moitié de tout ce qu'on a déjà comme satellites morts. On va rajouter la moitié de l'ensemble des satellites morts qu'on a actuellement. Donc c'est pas rien. C'est pas rien au point qu'on commence à nettoyer l'espace. Et là vous avez un projet ESA avec une start-up ClearSpace qui a pour but de nettoyer l'espace. C'est le premier nettoyage de l'espace qu'on va faire.
Donc leur cible, c'est une structure porteuse, Vespa, de la fusée Vega. Deuxième vol du lanceur européen Vega en 2013. Donc cette structure porteuse attend en orbite, conformément aux normes d'atténuation des débris. Donc elle se met à une certaine orbite et on va aller la chercher maintenant. Donc elle fait 112 kg et elle a une taille proche d'un petit satellite. Donc là vous voyez une structure de type pince pour aller prendre ce gros objet. Donc pour les gros qui posent des gros soucis, on a des moyens pour les capturer. Les petits d'1 millimètre, ça va être compliqué. Deuxième considération, la pollution visuelle. Alors ça, c'est un autre problème majeur de Starlink. Ici, vous avez un astronome amateur qui voulait regarder la désintégration d'une comète. En bas à gauche, vous voyez un petit truc rouge, un petit entourage en rouge. Mais il y avait beaucoup de pollution lumineuse, donc il a fait plusieurs expositions nécessaires. Et voilà le résultat de son image. Donc 2 ensembles de traces orthogonaux qui sont directement liés à Starlink. Donc vous voyez la perte d'information pour l'astrophysicien. En tout cas l'astronome amateur ici. Voici avec un iPhone, donc une exposition de 25 minutes. Ce que vous voyez en courbe, c'est le mouvement des étoiles. Ce que vous voyez en droite sont des satellites. Et les paquets de droite que vous voyez, donc tout le faisceau là un peu diffus au milieu, c'est de nouveau Starlink. Donc quand on observe les étoiles, on comprend bien que là, on perd presque un œil en fait. Et là, au Brésil, donc dans une ferme, à gauche, Starlink toujours, les traînées, vous voyez qu'elles sont de l'ordre de grandeur, la luminosité est comparable à celle d'une comète qu'on a en haut à droite, d'un météore, pardon. Ici, on travaille à plusieurs images, 33 images, 13 secondes d'exposition, pour voir ce phénomène. Donc un réel souci, au point que la Société astronomique américaine a mis au point un groupe de travail dédié au suivi des constellations de satellites et vient de publier des recherches en novembre 2020 sur la question pour tirer la sonnette d'alarme. On est en train de devenir aveugles, nous les astronomes. Donc la position de la FCC, celle qui attribue, puisque là on parle de systémique, comportement systémique, on a des acteurs, des régulateurs, des populations, et puis des professionnels qui sont impactés, tout ça essaie de marcher ensemble. Donc quelle est la position de la FCC par exemple qui donne l'autorisation? Donc pour eux, éviter de telles perturbations n'est pas une condition à notre autorisation. Donc ils ne demandent pas à éviter la perturbation en astronomie. Les opérateurs devraient être conscients de ces faits et travailler avec la Fondation nationale des sciences pour atténuer les problèmes. Donc voilà typiquement aussi un des dysfonctionnements de nos organisations, c'est la prise de décision qui n'intègre pas cette dimension. Donc vous avez des endroits dans lesquels vous allez pouvoir avancer et des endroits qui sont gênants ne sont pas traités ou alors il faudra aller les traiter avec d'autres, mais il n'y a pas d'obligation de les traiter avec d'autres. Donc du coup on peut continuer à progresser en étant un peu boiteux dans la compréhension quand même de ce qui se passe et dans nos réalisations. Voilà pour le premier usage. Un deuxième usage dont on parle massivement, c'est le minage d'astéroïdes. Donc, tout autre champ. Donc, un astéroïde, c'est un mélange de roches, de métaux et de glace. On suppose que ce sont des restes du disque protoplanétaire. Avant que les planètes existent, avant que ces blocs s'agrègent pour former des planètes, donc il y avait des blocs de matière, plus ou moins gros. Certains ne se sont pas assemblés, et ils ont été repoussés plus ou moins loin dans le système solaire. Et donc là, ça fait ces restes-là, ça fait ce qu'on appelle des astéroïdes. Donc quel est l'enjeu? On revient sur Terre. La production mondiale annuelle de minerais de fer, c'est 3,5 milliards de tonnes par an, donc, à l'échelle planétaire. Un astéroïde qu'on appelle M, un type d'astéroïde, donc des métalliques, avec un diamètre de 1 km, c'est déjà un bon astéroïde, mais il y a plus. Un astéroïde M, c'est déjà un bon diamètre, 1 km, peut contenir plus de 2 milliards de tonnes de minerais de fer et de nickel. Donc là, en fait, on est dans des ordres de grandeur, sur un astéroïde un peu gros, les ordres de grandeur de tout ce qu'on consomme à l'échelle planétaire en minerais de fer. Donc si on arrive à le prendre, cet astéroïde, c'est à peu près, c'est clair que c'est jackpot. Un astéroïde qui s'appelle 16 Psyché, donc découvert en 1852, plus de 200 km de diamètre, on estime qu'il contiendrait 1,7 fois 10 exposant 16 tonnes. 10 exposant 16 tonnes. Donc on ne sait même pas le dire. Quel est le facteur multiplicateur de minerais de fer et de nickel. Donc extrêmement puissant. Une petite partie de cet astéroïde pourrait aussi contenir des métaux précieux.
Non, ils sont plus difficiles à prélever. Donc voilà, un énorme jackpot si on arrive à faire ce minage d'astéroïdes sur un astéroïde comme celui-ci. Et donc là, on estime qu'on pourra avoir des productions mondiales équivalentes à plusieurs millions d'années. À voir de la manière dont on développe notre boulimie. Mais voilà, clairement un enjeu extrêmement fort et puissant pour l'industrie aussi. Deuxième enjeu, ça va être la colonisation de l'espace. Si on sait travailler les astéroïdes, on peut les miner sur place, on peut produire du carburant éventuellement pour revenir, ou alors pour aller plus loin. Donc on a besoin d'embarquer moins de carburant. Donc on produit in situ éventuellement sur l'astéroïde. Donc un énorme enjeu là-dessus. Alors voici un schéma de l'amarcissage, on va dire. Quand vous voulez envoyer de la Terre à Mars, voilà ce que vous devez faire. 2 cercles qui tournent à une période différente. Vous envoyez d'un cercle vers l'autre quelque chose qui a aussi une trajectoire courbe, et vous essayez de synchroniser les 3 pour que votre objet arrive sur le cercle extérieur. Donc c'est pas simple. Alors imaginez sur un astéroïde qui ne suit pas une trajectoire à peu près parallèle à celle de la Terre, une orbite circulaire, mais qui vient croiser son orbite, qui tourne sur lui-même, et sur lequel vous allez essayer de poser un objet. Donc c'est une véritable prouesse en fait aussi. Donc les 3 options qu'on étudie pour ce minage, c'est 1, extraire la matière brute. On extrait la matière brute et on va la raffiner sur Terre, enfin sur Terre ou ailleurs. La deuxième option, comme je vous disais, c'est donc la traiter sur place. Dans ce cas-là, si vous voulez traiter sur place, vous avez besoin de prendre moins de carburant. Par contre, il faut plus de carburant et d'énergie pour amener le matériel sur place pour le traiter. Donc c'est un choix à faire. La troisième option que certains regardent, c'est de transporter l'astéroïde dans une orbite plus sûre autour de la Lune ou de la Terre. Vous récupérez en fait 100% de l'astéroïde dans l'exploitation. Donc qu'est-ce qu'on a comme type de projet? Voilà, OSIRIS-REx. Donc c'est une mission de la NASA qui a pour but d'étudier l'astéroïde Bennu, et d'en ramener un échantillon sur Terre. Il a été sélectionné pour 2 raisons. Premièrement, il a très peu évolué depuis la formation du système solaire, donc il y a plus de 4 milliards d'années. Donc il est à peu près dans son état initial, on va dire. Et son orbite proche de la Terre va faciliter l'approche. On pense qu'il pourrait contenir des molécules organiques, des acides aminés, qui pourraient être à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre. Donc voilà typiquement le genre d'informations, en plus de la richesse qu'on va chercher sur l'astéroïde, des informations qui permettent de déterminer le potentiel d'apparition de la vie ailleurs que sur Terre. Donc son diamètre, il fait 500 mètres, la masse, elle est évaluée à 10 exposant 7 tonnes. Il met 1 an et demi à tourner autour du Soleil. Et c'est un objet qu'on appelle géocroiseur. Son orbite croise celle de la Terre. On estime qu'il y a une chance sur 1800 qui percute notre planète en 2182. Donc l'orbite est bien connue, mais on doit encore l'affiner. C'est pour ça qu'on fait des missions comme celle-ci. Et aussi, il a une vitesse de rotation suffisamment faible. Il tourne sur lui-même en 4 heures, ce qui permet de réaliser le prélèvement. Donc voilà ici une animation du prélèvement qui a été réalisé. Donc il a été envoyé. La sonde a été envoyée, le prélèvement a été réalisé, donc vous voyez on est ici au début de la vidéo, on descend depuis la hauteur de 25 mètres, on tape la surface et on remonte. En tapant la surface on crée des débris et on essaie de les collecter. Le Japon travaille aussi avec la JAXA, donc l'équivalent de la NASA au Japon, plus les équipes internationales. Ils ont déjà fait 2 prélèvements d'astéroïdes réussis et ramenés sur Terre. Typiquement, ici en décembre 2020, Hayabusa 2, qui a été prélevé sur l'astéroïde Ryugu, est revenu, a atterri en Australie et a ramené 5,4 grammes de matière au lieu des 100 mg espérés. Donc c'est une sacrée performance et c'est en cours d'analyse par des équipes internationales. Donc de nouveau, un appareil qui vient taper la surface, prise de photo ici à la surface de l'astéroïde de la sonde, donc comme ça on la voit bien. Et voilà le retour en Australie. Il a aussi largué à ce qu'on appelle un lander. Dans ce programme, ils ont largué directement sur l'astéroïde, donc un cube de quelques dizaines de centimètres de côté, de 10 kg, qui a 4 instruments de mesure, mascotte. Donc ce cube tombe sur la surface, peut faire des mesures, notamment des photos comme ici. Donc là, on est au fin fond de l'espace, la photo que vous voyez là. C'est magnifique. Et il a aussi une capacité de déplacement, ce cube, à la surface de l'astéroïde. Donc voilà, des projets fous.
Alors un autre projet pour vous montrer comment la Silicon Valley est bien dans la démarche. Planetary Resources, une société fondée en 2010, financée par Larry Page, donc cofondateur de Google, Eric Schmidt, ancien PDG de Google, et James Cameron, le réalisateur. Donc ils se mettent ensemble, ils cofinancent avec d'autres cette entreprise. Elle est rachetée en 2018, et là c'est très intéressant, par Consensus, une société qui elle travaille dans la blockchain, notamment dans l'Ethereum. Donc la blockchain, c'est ce qui est au cœur du fameux Bitcoin, qui a pour but d'enlever l'intermédiaire bancaire pour une transaction de peer à peer, de vous à moi directement. On passe par une technologie, une communauté, plutôt qu'un agent bien identifié qui apporte son service, mais qui pose aussi son opacité. Donc voilà, la blockchain au cœur du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Mais il y a d'autres types de blockchain, il y a notamment Ethereum, qui permet de faire des smart contracts. Donc autant le Bitcoin va permettre à un registre d'écrire de manière sûre des transactions, autant le smart contract va permettre de réaliser des flux automatisés de transactions. Donc vous avez le registre qui écrit la transaction, et à côté vous avez l'automatisation d'opérations sur ce registre par Ether. Donc ça veut dire que quand on est dans des modes machine to machine, on peut avoir un cahier de transactions et d'échanges et d'automatisation de certains échanges qui soient sûrs. Parfait pour l'espace, quand on est dans un endroit dans lequel on ne peut pas prendre décision, nous l'humain, que la machine doit réagir, et quand on définit un écosystème où il va y avoir des entreprises qui produisent du service de communication de l'espace, d'autres le minage, d'autres le transport, et que vous mettez des machines de type robot, avec des intelligences artificielles qui prennent décision, ils vont pouvoir réaliser des transactions entre les entreprises, celle du transport, celle de la télécommunication, et donc on va pouvoir enregistrer ces transactions dans un cahier dont on est sûr, parfait pour la traçabilité. Donc la blockchain, au cœur de plein de choses sur Terre, se met aussi dans l'espace. Une autre entreprise, Deep Space Industries, en 2013, rachetée en 2019 par Bradford Space, donc là vous voyez qu'il y a une grosse dynamique dans les entreprises du New Space autour de minage d'astéroïdes et autres. Donc cette entreprise, Bradford Space, elle produit des systèmes de propulsion, des systèmes de contrôle d'altitude, des vaisseaux qui sont bien manœuvrables, etc. Situés aux États-Unis, en Hollande, en Suède et au Luxembourg. Bradford a une présence globale. Donc c'est intéressant de voir cette dynamique et puis ces multiples acteurs qui apparaissent, avec notamment de nouveau le Luxembourg, ici Paper Jam, donc une presse connue dans le pays, qui booste sa technologie, son pied dans l'espace. Donc ce qu'ils vont faire ici, ils vont construire une plateforme d'engins, Explorer, dont le but est d'aller visiter les emplacements situés dans le système solaire interne, c'est-à-dire du Soleil jusqu'à Jupiter, donc astéroïdes, Mars, Vénus, la Lune, et d'autres qui vont présenter un intérêt scientifique et économique. Donc dans ce minage, si vous allez sur Wikipédia, vous en trouverez de nombreux autres, des entreprises privées. Alors si on regarde les lois et les réglementations, parce que ce New Space existe aussi parce qu'on a ce qu'on appelle une forme de privatisation, enfin pas une forme, on a une privatisation de l'espace qui est permis par le politique, qui jusque-là n'était pas permis, jusque-là c'était le cercle gardé des gouvernements. Donc en 2015, Obama aux États-Unis édite une loi qui autorise les entreprises privées à exploiter les astéroïdes et les citoyens américains à posséder des parties de corps célestes. Donc on autorise l'exploitation commerciale d'astéroïdes et la possession de corps. En août 2017, sous le gouvernement Bettel, le Luxembourg devient le deuxième pays au monde à se doter d'une loi encadrant les activités liées à l'exploitation et à l'utilisation des ressources spatiales. Il fait des partenariats avec de nombreux pays comme les États-Unis, les Émirats arabes unis, le Japon, le Canada, etc. Donc voilà, typiquement, à droite vous avez la ceinture spatiale d'astéroïdes, vous voyez le champ d'études qui est tout à fait visé et intéressant pour tous ces acteurs. Donc dans cet espace-là, maintenant, on considère qu'on peut aller l'exploiter, qu'on peut mettre du privé. Et en 2020, notre cher Donald Trump sort un décret qui encourage fortement l'exploitation de ces ressources spatiales. Donc là, on passe en niveau 2, on pousse. Donc si on revient à 16 Psyché, là, notre gros astéroïde, il représente un peu moins de 1% de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes. Donc ce gros Psyché, là, c'est un peu moins de 1%, donc c'est énorme. Et au cours des matières premières, il pèse des milliards de dollars. Donc comme ça c'est dit, alors comme ça on fait des lois et puis on va aller exploiter tout ça. Troisième domaine, les usines spatiales.
L'usine spatiale, donc là on est dans le champ de la fabrication sans gravité, la fabrication en dehors de la sphère, enfin au-dessus de la surface de la planète. Donc par exemple, la NASA avec une start-up qui s'appelle Relativity Space a développé, a étudié l'impression 3D de lanceurs et de moteurs de fusée. Donc ensuite, il continue la réflexion, il travaille avec une autre start-up, Made in Space, sur un projet qui a levé donc 73 millions de dollars. Donc là, on a des usines robotisées pour fabriquer des composants de satellites. Donc on a toute une chaîne de production en orbite qui est en train de se lancer, basée sur la robotisation et la fabrication additive. Donc plutôt qu'envoyer des grosses masses avec des gros volumes dans l'espace, on va fabriquer directement dans l'espace. Donc en termes de lancement, qui est une grosse partie du coût, ça change toute la donne. C'est le principe même de toute façon de la pression 3D, de délocaliser et de produire in situ. Donc évidemment, quand on a un coût énorme pour arriver sur site, toute solution est bonne à prendre pour tout ce qu'on peut faire sur site. Actuellement, les objectifs, donc c'est en cours de développement, on cherche à démontrer la viabilité de la fabrication et de l'assemblage des structures dans l'espace en orbite terrestre basse. Donc les bénéfices sont donc liés aux limitations imposées par les lanceurs. On va aussi pouvoir confier à des robots les tâches de maintenance, actuellement réalisées par des astronautes. On va pouvoir construire à distance de grandes structures, donc des antennes de communication et des télescopes, par exemple. Et les petits satellites pourraient avoir des plus grands réflecteurs qui seraient développés sur place. Donc ici, vous avez un démonstrateur prévu pour 2022. Donc ici, l'idée, c'est de fabriquer une structure dans l'espace, plus assembler ses propres panneaux solaires. Donc on se retrouve à avoir une puissance, en fait, au vu de la taille des panneaux, qui soit 5 à 8 fois supérieure à celle des panneaux solaires classiques. Donc voilà, l'impression 3D dans l'espace, qu'est-ce qu'on en fait? On va chercher à faire de l'impression d'organes pour l'humain. On peut faire de la super fibre optique. Donc on voit bien qu'il y a plein d'enjeux à l'usine spatiale. Donc ici, Axiom, qui va faire des produits pharmaceutiques, des alliages, de la fibre optique et des mini-satellites, par exemple. Vous voyez en haut à droite, si vous allez voir sur leur site, ils ont différents projets, des missions dans l'espace, des stations orbitales, de la recherche en microgravité. Donc PricewaterhouseCoopers, un gros cabinet de conseil, estime que voilà, autour de jusqu'à 170 milliards d'euros pourraient être générés jusqu'à 2040, d'ici 2045, grâce à l'exploitation des ressources spatiales. Plus d'1 million d'emplois prévus. Donc tout un ensemble de secteurs à développer, la prospection, le minage, le transport. Donc tout un nouveau monde à inventer par l'exploitation des ressources spatiales et notamment les usines spatiales. Airbus, le cas d'Airbus, pour le présenter rapidement, donc eux ils travaillent à une Digital Factory aussi à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface. Donc les compagnies qui vont maîtriser la fabrication en orbite et l'assemblage vont gagner le futur. C'est toujours intéressant de voir les pensées des entrepreneurs. Donc ils ont développé Metal 3D, une première imprimante 3D pour des métaux dans l'espace. Ils visent l'impression 3D qui va utiliser le régolithe. Le régolithe, c'est une couche qu'on a à la surface de certaines planètes de la poussière, issue des contacts avec les météorites, par exemple, des impacts avec les météorites. Donc ça forme une couche qui porte un nom, le régolithe. Donc si on arrive à imprimer avec du régolithe, on imprime directement avec le matériau disponible sur place, sans avoir d'extraction forte à réaliser, quoi. Donc différents types de protection, d'outillage, d'équipements, des rovers, des habitats lunaires. Ils travaillent Airbus à l'assemblage en orbite, au contrôle de robots en réalité virtuelle, à des bras robotiques modulaires. Et puis voilà une vision sur la Lune d'un des équipements d'Airbus sur lequel ils travaillent. Et puis là, on voit le cas de Nokia qui a gagné un appel d'offres de la NASA pour installer la 4G sur la Lune. Donc prévu en 2022, avant l'arrivée d'une nouvelle mission humaine sur la Lune, prévue pour 2024, donc Artemis 3. Donc la 4G va être utilisée par les astronautes en mission, les véhicules, les futures bases lunaires. Donc la 4G sur la Lune par Nokia. 14 millions de dollars le projet. Et donc voilà un des derniers usages, et puis on arrêtera la présentation ici, donc l'exploration spatiale. Mars bien sûr, qui attire. Donc Mars a toujours été important pour les programmes scientifiques d'exploration du système solaire, des principales puissances spatiales. Ici une infographie, vous voyez en fonction des pays c'est la couleur des lignes, jusqu'où ils ont réussi à aller. Donc la toute première couche, la plus extérieure, vous verrez peut-être avec ma souris, c'est les projets qui ont raté.
D'accord? Et puis on couvre à gauche de 1960 à 2010. 2007-2010. Donc vous voyez qu'à partir de 1990, 1970-90, on arrive beaucoup plus à y aller. Hein. Donc on a une phase de maturité. Donc tout un ensemble de pays qui ont envoyé tout un ensemble de sondes à des hauteurs et des altitudes différentes, jusqu'à des rovers à la surface. Donc Mars dans le viseur, sérieusement dans le viseur. Elon Musk, revenons à lui, en 2020, donc il n'y a pas longtemps, annonce son projet de première mission habitée à destination de Mars. Pour lui, il vise 2026, dernière date en date. Il y a quelques années, il parlait de 2018, je crois. Et il envisage une implantation permanente sur le sol martien en 2050. Donc on a peu d'informations pour le moment. Ce qui est clair, c'est que les observateurs considèrent que c'est beaucoup trop optimiste, puisqu'on a de nombreux défis technologiques à relever. On n'a pas d'infos sur le coût. Et il parle d'un projet qui consiste à envoyer à terme 1 million de personnes sur la planète grâce à Starship, un autre de ses lanceurs dédié à ça. Donc par paquet de 100 tonnes de fret tous les 2 ans, enfin en plus des individus. Donc une condition très importante, ça va être ce qu'on appelle la terraformation, l'adaptation de l'environnement sur place aux conditions humaines. Et donc ça, c'est pas gagné. Pour pouvoir rendre Mars habitable, on y travaille. Mais voilà, typiquement une option qui avait été étudiée par Musk à l'époque pour terraformer Mars, c'était la possibilité d'utiliser des bombes nucléaires au niveau des pôles pour faire fondre les calottes glaciaires. Initially? Yes. Really? How It's, long before we could turn Mars into well, someplace where we could live? It is a fixer-upper of a planet. At first, you're going to have to live in transparent domes, but eventually... Yes, we're going to be huffing each other's stank. Yeah, but eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? You'd warm it up. Just warm it up. If you With a want, blanket or with what? How would you warm Mars up? You know, it's a the long fast way away from the sun. There's the fast way and the slow way. Okay. Give me the fast way. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. You're a supervillain. That's what a supervillain does. Yeah. Donc voilà, les bombarder de nucléaire poserait évidemment les problèmes des radiations à terme. Donc l'entrepreneur, aussi intéressant et courageux soit-il, peut être aussi tout à fait hors sujet, non réaliste et dangereux du coup, lorsqu'il tente des opérations comme celle-ci, si jamais il les tente. Donc d'où l'importance de régulation globale quand même. Alors ce qu'on n'a pas entendu parler, on a entendu Persévérance, les États-Unis, mais on n'a pas du tout entendu parler de la sonde des Émirats Arabes Unis qui est arrivée le 9 février autour de Mars. Donc elle ne se pose pas, hein. Elle s'appelle Hope, Al-Amal, l'espoir. Donc elle orbite autour de Mars depuis février 2021. Et c'est le premier pays arabe à réaliser l'exploit, donc on est en naissance d'une nouvelle puissance spatiale. Donc elle est conçue, elle ne se posera pas, elle est conçue pour fournir une image complète de la météo de la planète, la dynamique météorologique. Et en fait, il y a un pas vers l'objectif beaucoup plus ambitieux, c'est envoyer une colonie humaine sur Mars dans 100 ans. Donc les Émirats Arabes Unis travaillent à envoyer une colonisation sur Mars dans 100 ans. Le lendemain, toujours sur Mars, pareil, on n'en a pas trop parlé, la Chine arrive. Donc tout ça, ça se passe quelques jours avant que les États-Unis lâchent Persévérance. Donc c'est intéressant de voir cette synchronisation aussi des acteurs. Donc la Chine, Tianwen-1, première sonde qu'ils envoient, ils envoient une sonde qui pour l'instant tourne autour de Mars et elle va déposer un rover. Donc voilà, c'est intéressant de voir que plus l'avant-poste comme ça progresse de l'humanité, plus l'arrière va pouvoir se déployer dans les couches les plus sûres. Donc on voit qu'on a des usines spatiales, on voit qu'on met de la 4G sur la Lune. En fait, on voit aussi que le tourisme spatial se développe, et ça c'est directement lié à la conquête spatiale qui nous ouvre les horizons. Actuellement, il y a un milliardaire japonais, donc Yusaku Maezawa, qui est un grand mania de la mode en ligne, qui offre 8 tickets pour l'accompagner dans un voyage autour de la Lune en 2023 prévu avec SpaceX. Donc vous pouvez participer, la deadline c'est le 14 mars, il faut 2 critères. Prêt à repousser les limites de la créativité. Il faut être prêt à repousser les limites de la créativité et être disposé à aider les autres membres d'équipage à faire de même. Donc des critères compréhensibles mais flous, en tout cas tenables sans aucun souci. Donc voilà, vous avez le ticket en haut à droite, là, c'est un peu comme Mr. Wonka dans Charlie et la chocolaterie. 8 personnes tirées au sort, donc allez-y si vous le souhaitez, 14 mars.
On a déjà envoyé des touristes dans l'espace. Hein. De 2001 à 2009, on a envoyé 8 touristes spatiaux sur ISS par l'entreprise Space Adventures. Donc le prix du billet, c'était jusqu'à 20 millions d'euros la semaine. Donc un effet d'échelle à avoir encore. Et qu'est-ce qu'on a comme autre projet? Virgin Galactic, par exemple, va proposer quelques minutes d'apesanteur. Donc on va pouvoir être en apesanteur au prix... 600 personnes ont déjà réservé leur vol à bord du Spaceship 2 de Virgin Galactic. 250 000 $ le billet. Blue Origin, lui, veut nous monter aux frontières de la Terre et de l'espace. Donc on va plus loin dans l'espace, enfin plus loin en altitude. Et Axiom Space propose un projet d'hôtel à bord de l'ISS. Donc l'ISS, il faut savoir que doit trouver son modèle économique. Elle devait terminer en 2020, je crois, ça a été repoussé en 2024, maintenant 2028, mais c'est tout à fait intéressant, mais il y a aussi beaucoup de détracteurs par rapport au coût. Donc on cherche un modèle économique. Et donc là, Axiom Space travaille à un hôtel designé par Philippe Stark à bord de l'ISS. Tourisme spatial. Donc une considération dans le tourisme, dans l'exploration spatiale en général, c'est ce qu'on appelle la contamination interplanétaire. Donc ici, c'est l'introduction de matière biologique d'un corps céleste à un autre. Donc de la Terre vers la Lune, de la Lune vers la Terre, etc. Donc ça peut être des simples molécules organiques à base de carbone jusqu'à des formes de vie microbienne. Donc 2 routes sont étudiées. La matière terrienne qui est envoyée par les sondes ou les missions humaines à l'extérieur, et ce qui revient sur Terre. Donc ça, il va falloir bien le regarder aussi dans notre exploration spatiale, puisqu'on va certainement avoir des phénomènes intéressants à ce niveau-là, je pense, qui vont apparaître. Notamment si tout ça se développe largement avec le tourisme spatial et une exploration encore plus poussée. Et un dernier slide pour finir. Évidemment, pas de New Space sans intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qu'on a? Ici, machine learning et l'intelligence artificielle qui vont aider évidemment l'analyse d'images, la gestion des flux, la construction, les véhicules autonomes, la prise de décision à des millions de kilomètres de distance pour aller à gauche ou à droite ou s'arrêter. Énormément de ce qu'on appelle de swarm intelligence, l'intelligence distribuée. Donc là, c'est la coordination entre un nombre massif d'intelligences individuelles pour former un tout. Donc on s'inspire beaucoup de ce qu'on a autour de nous, les espèces animales. On va regarder les comportements de bancs de poissons qui ont une intelligence collective, puisque là, on a une structure formée par l'individualité de chacun. Donc ça, c'est un champ qui se développe de plus en plus, notamment pour quelle raison? Ce fameux machine-to-machine. Vous voyez que quand on va avoir plein de machines avec une intelligence locale, si on arrive à les faire travailler ensemble de concert pour former une intelligence collective, alors là, c'est certainement gagné en termes de stabilité et de pérennité des structures dans l'environnement plutôt hostile, même s'il est attirant qu'est l'espace. Donc voilà, j'ai été un peu long, désolé. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez sur les réseaux. En tout cas, j'espère vous avoir donné une bonne image de ce qu'on appelle le New Space, et personnellement, je trouve très intéressant, fascinant. Donc maintenant, si on regarde un peu d'où on vient, donc toujours c'est 3,5 millions d'années derrière nous, on levait déjà la tête vers les étoiles, avec des mystères, des envies, des besoins, des peurs, et puis des nécessités d'expansion. Voilà 2020. Donc une parfaite sphère digitale qu'on a superposée, à la fois qu'on commence à superposer sur nos têtes, mais tout ce cyberespace qui nous entoure. Un schéma vertueux, 2150, ville lunaire. Alors est-ce qu'on va y arriver? Ici comme ailleurs, sur Terre comme au ciel, les mêmes problèmes, l'humain est confronté à ces mêmes problèmes. Ça a nécessité de gouvernance mondiale probablement, pour des problématiques qui elles sont mondiales, donc si on n'arrive pas à avoir une décision mondiale, difficile de résoudre ces problèmes. La puissance et la nécessaire responsabilité du consommateur au centre, essentiel dans nos sociétés capitalo-libérales, qui maintenant voient que le vendeur de livres devient le fournisseur de la NASA pour ses annuisseurs, en 20 ans. Donc il faut bien comprendre ça, les transformations sont énormes. Et globalement, quand même, je pense que ça illustre la beauté de notre espèce et du progrès. Et vous voyez ce qu'on peut faire quand même, on sort des grottes pour aller sur ces corps célestes. Donc c'est d'une parfaite poésie.
Mais ça illustre bien aussi le besoin de conscience collective de plus en plus important. New Space est certainement, et peut-être, imaginez un syndrome de Kessler, c'est catastrophe. Donc on verra comment ça va se développer. Est-ce qu'on fera mieux dans l'espace que sur Terre? Ça dépend de nous tous. Et voilà, ça illustre bien l'importance de la gestion des biens communs en fait. Donc une société, une espèce qui est parfaitement sociale, qui doit encore apprendre certainement à avoir une intelligence collective supérieure au vu des enjeux qu'elle vise. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter ici ou à contacter l'équipe de CQRT ou à réagir sur les réseaux quand on va publier la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Je remercie encore toute l'équipe pour son aide et puis à très bientôt. Une bonne journée, au revoir.